je laisse la parole à Madame Priester et puis on fera les questions comme d'habitude après le séminaire. Bonjour mesdames, bonjour messieurs. Je vous remercie de vous être dérangés par ce temps catastrophique pour venir entendre parler des matériaux. Alors en fait, je ne parlerai pas de science des matériaux. Bon, en discussion avec les organisateurs, j'ai plutôt axé, même essentiellement, axé cette présentation sur à quoi servent les matériaux, quelle est leur histoire, qu'est-ce qu'ils ont donné dans le monde au point de vue artistique, au point de vue potentiel, industriel, etc. Alors, comment définir un matériau? Alors, une phrase un petit peu, disons, on joue sur les mots. On dit un matériau est une matière pour un matériel. Alors je l'explique, c'est une matière, en fait c'est une matière solide. Pour un matériel, le pour est fondamental, j'aurais pu le mettre en grand, parce que sans pour, il n'y a pas de matériau. Un matériau est quelque chose qui est fait pour une fonction donnée. Alors je vous parlerai donc de ces matériaux à partir des temps préhistoriques jusque les matériaux d'aujourd'hui et même de demain. Et dans les matériaux du futur, j'évoquerai les problèmes géopolitiques que ça pose actuellement. Alors les matériaux, auparavant, ce que je voulais vous dire, c'est que je ne vous... pardon, j'ai un petit peu... Voilà, je ne vous parlerai... je vais m'y habituer. Je vous parlerai de matériaux, mais bien entendu, ce ne sera qu'une petite fraction des matériaux existants dans le monde qui, a priori, maintenant, sont environ de l'ordre de 80 000 et peut-être plus. Donc, vous comprenez bien que vous aurez un tout petit peu de métaux, un tout petit peu de céramique et un tout petit peu de polymère. En effet, si on classe les matériaux, je prends une classification classique. Il y a d'autres classifications. La classification la plus simple et la plus reconnue, disons, est de les décomposer en 3 catégories. Les métaux. Voilà. Les métaux et les alliages métalliques, les céramiques et les verres, qui sont des matériaux minéraux, et les polymères, donc, qui sont des matériaux organiques. Alors, comme toujours, des mélanges peuvent être faits entre ces différentes classes de matériaux pour donner ce qu'on appelle les composites. Les composites, l'objectif, c'est d'essayer de profiter des avantages de l'un sans avoir les inconvénients de l'autre. On essaye de faire un mélange dont le résultat est positif par rapport aux 2 composants. Alors, pourquoi est-ce que on distingue ces matériaux et comment les distingue-t-on? Alors, en fait, c'est le seul aspect véritablement scientifique dans mon exposé. On les différencie à l'échelle la plus fine. C'est-à-dire, si on veut comprendre pourquoi un polymère est mou, pourquoi une céramique est dure, pourquoi un matériau est malléable, eh bien, il faut aller au niveau le plus fin, c'est-à-dire au niveau des atomes, de la liaison chimique, de l'ordonnancement de ces atomes, qui sont ordonnés ou pas ordonnés d'ailleurs, et, chose extrêmement importante, les défauts de cet ordonnancement. Les défauts, dans toute chose humaine et dans le monde, il y a des défauts. Ces défauts sont fondamentaux pour comprendre beaucoup de propriétés d'emploi des matériaux. Alors je commence l'histoire, la préhistoire d'ailleurs. Donc je vous ai dit, les matériaux accompagnent l'homme depuis le tout début de l'humanité, moins 2 millions d'années, donc Homo habilis. Comment les hommes pouvaient utiliser les matériaux? Eh bien, simplement ce qu'ils rencontraient. Ils se ramassaient, ils se baissaient, ils ramassaient, ils coupaient, ils cueillaient. Et on appelle ces matériaux des matériaux de rencontre. Donc, vous les connaissez tous, du moins... Pardon, vous avez donc le silex, donc une céramique, une pierre, les os. Ici, vous voyez, c'est ce qu'on appelait des retouchoirs qui sont dans le site de l'Aquina, qui n'est pas très loin de Toulouse, 50 000 avant Jésus-Christ. Ces petits osselets servaient à peaufiner l'aspect, la rugosité, enlever, disons, les trop grosses rugosités des silex. Et puis, les textiles, donc les feuilles, les arbres, on coupait les fibres végétales pour les tisser. Alors, c'est un peu plus tard dans l'histoire, dans la préhistoire. On est maintenant au néolithique. Ça vient de Suisse, pas loin de Lausanne. De Lausanne, oui.
Ensuite, décidément, voilà. Alors les métaux. Les métaux arrivent beaucoup plus tard dans l'histoire. Ils arrivent réellement au néolithique, 10 000 avant Jésus-Christ. Pourquoi? D'une part, parce qu'il n'y a pas de métal, il n'y a pas ou très peu de métal à l'état natif, à part les météorites. Il y avait des météorites d'or et de cuivre, mais ça donne une quantité extrêmement infime de métaux. De plus, le métal n'est pas facile à travailler, il faut le marteler. Les ancêtres n'avaient pas encore compris l'origine du feu qu'on va voir tout de suite après. Donc les métaux commencent à exister d'une manière plus importante lorsqu'on réalise qu'ils sont cachés dans des minerais. Et cette extraction des minerais ne débute qu'au 3e millénaire avant Jésus-Christ. Le progrès qui est fondamental pour les métaux, c'est la maîtrise du feu. Quand je dis maîtrise du feu, je ne dis pas découverte du feu. Le feu, il a été découvert 450 000 ans avant Jésus-Christ. La maîtrise du feu, c'est savoir monter en température suffisamment élevée pour provoquer, entre autres, la fusion des minerais. On voit un exemple ici d'un fondeur avec un chalumeau qui active un feu dans lequel il y a du charbon de bois et un oxyde de cuivre, donc un minerai de cuivre. Le carbone du charbon de bois se combine avec l'oxygène et relâche le cuivre sous forme liquide. Il suffit de le faire couler dans un moule qui, dans ce cas, aura la forme d'une hache. Cette fusion des minerais, elle est importante parce qu'il faut atteindre des températures extrêmement élevées. Elle apparaît environ 4000 ans avant Jésus-Christ en Iran. Mais il n'y a pas seulement la montée en température pour faire fondre qui est intéressante. Ce qui est aussi intéressant, c'est de monter à température modérée le métal parce qu'il gagne en malléabilité. Alors les ancêtres ont découvert qu'en alternant un peu de chauffe et un peu de martelage, à l'époque c'était le seul traitement qu'on pouvait faire, disons, avec un outil, ils gagnaient, ils pouvaient donner à la pièce une forme qu'ils souhaitaient. Et on voit qu'on a donc, bien avant Jésus-Christ, un début de ce qui est toujours à l'œuvre maintenant, ce sont les traitements thermomécaniques. Monter en température, et bien sûr les traitements sont beaucoup plus sophistiqués que le simple martelage. Alors on se rappelle que les métaux ont donné leur nom aux périodes archéologiques, la période du cuivre, le chalcolithique, le bronze, le fer. Mais le métal a été le dernier matériau exploité, puisque vous avez vu la différence, c'était le paléolithique, il faut attendre le néolithique pour avoir des métaux. Et curieusement, c'est un paradoxe, le métal est le premier matériau qui a été véritablement connu scientifiquement. La science des matériaux a débuté par la science des métaux, qui est la métallurgie. Donc je dis que la métallurgie, c'est le paradigme de la science des matériaux. Alors entrons maintenant dans les métaux. Je démarre donc par les métaux, puisque c'est les plus connus, mais ce sont les plus récents dans l'histoire de l'humanité. Et à tout seigneur, tout honneur, je commence par l'or. L'or a toujours fasciné l'homme, à travers toute l'histoire, à travers les siècles, à travers les religions. Voici un exemple d'un masque d'or du pharaon, 11 kilos d'or massif. C'est rien par rapport à certaines statues en Asie qui font des 200-300 kilos d'or massif, mais ça c'est plus joli, pour mon avis. Et puis la recherche d'or aussi a provoqué de nombreux drames dans l'histoire. Au XVIe siècle, dans le pillage des peuples précolombiens, les conquistadors avaient entendu parler d'un Eldorado qui doit être à peu près aux alentours de Bogota, et pour s'accaparer de ces trésors, ont pillé les peuples présents. Plus proche de nous, mais loin quand même d'une certaine manière, au XIXe siècle, la ruée vers l'or. De l'or avait été découvert, des pépites d'or avaient été découvertes dans l'Alaska, très exactement au Klondike, et environ 40 000, 50 000 prospecteurs sont partis dans cette découverte. Selon les statistiques, 4 000 sont rentrés en ayant un petit peu d'or, les autres sont rentrés ou pas rentrés, beaucoup sont morts. Et cette période très difficile de l'histoire de l'or a été mise en évidence par Charlie Chaplin dans La ruée vers l'or. Il y a aussi l'or de Blaise Cendrars sous les BD de Lucky Luke.
donc le Klondike. Donc cette ruée vers l'or a suscité des intérêts dans l'histoire et dans la littérature. Mais l'or a toujours un pouvoir symbolique. On a toujours la médaille d'or, le ballon d'or, les noces d'or, les bijoux en or, la chirurgie dentaire, l'industrie. Je voudrais insister un petit peu sur l'industrie électronique. Chaque smartphone a environ, environ 0,5 $ ou euros, la différence n'est pas grande, d'or. C'est pas grand-chose. Seulement, il y a des centaines de millions de téléphones qui sont parus, qui sont fournis chaque année, et le temps grosso modo, le temps de vie est 2 ans à peu près, et pratiquement pas de recyclage. Donc vous voyez la perte et le gaspillage électronique que ça représente. Alors je passe au cuivre. Le cuivre, c'est vraiment le matériau qui a été le plus utilisé, le plus connu dans la préhistoire. Voilà, ça, c'est un des exemples les plus anciens, c'est rudimentaire, c'est d'ailleurs corrodé aussi. Et là, vous voyez 2000 ans, de 4100 à 2006 avant Jésus-Christ, 2000 ans de différence, mais entre-temps, il y a eu le feu, il y a eu la possibilité de couler le métal et de faire des formes beaucoup plus sophistiquées. Et vous voyez que cette tête de taureau a déjà, par rapport à ce clou, quelque chose de très élaboré. Alors le cuivre, à l'époque donc préhistorique, c'était le métal de toutes les activités. Alors j'ai retrouvé un texte sumérien, donc qui date de 2000 avant Jésus-Christ, où le cuivre et l'argent sont personnalisés. Et le cuivre dit, je ne vais pas tout lire le texte, mais le cuivre grosso modo dit à l'argent, tu ne sers à rien pour les hommes, tu ne fournis pas une hache pour couper le bois, tu ne fournis pas, etc. Tu n'es fait que pour les riches, que pour les salons, que pour les princes. Donc tu ne contribues aucun travail utile. Comment oses-tu donc t'affronter à moi ? Alors le cuivre, en fait, a été nommé cuivre par Pline l'Ancien, parce que ce métal se trouvait surtout à Chypre, dans Cyprium, Cuprum, et il a, au travers des temps, servi à un grand nombre d'activités humaines. Bon, j'ai fait un petit schéma d'un quoi ils ont pu servir. Substantiels, toutes les casseroles en cuivre. Scientifiques, les astrolabes, qu'on trouve beaucoup dans le Moyen-Orient et dans le monde arabe aussi. Et puis, c'est ce saxo. Enfin, ce saxo n'est pas tout à fait du cuivre. Il contient une petite dose, pas 45, une petite dose de zinc. C'est le laiton. Mais je ne parlerai pas plus du laiton qu'à ce niveau-là. Le cuivre, sa caractéristique essentielle, c'est donc la conductibilité thermique et électrique. Et voyez les chiffres, 95% des fils conducteurs d'un Airbus sont en cuivre. Vous connaissez tous aussi les problèmes actuels des caténaires sur les voies ferrées qui sont en cuivre et qui sont volés parce que le coût du cuivre, on reviendra un petit peu là-dessus, a énormément augmenté et encore récemment, plus encore. Et puis, le cuivre, c'est aussi le métal de choix pour la microélectronique. On voit que le cuivre qui est rose, il n'est pas jaune, le cuivre, il est rose. Ce cuivre que vous voyez ici, toutes ces parties roses, sont des connexions entre les différents composants des puces électroniques. Alors, je reviens au bronze. Le bronze, donc, c'est un alliage qui est légendaire, on l'appelait airain dans le temps. Au départ, c'était un alliage cuivre-arsenic. Puis progressivement, l'arsenic a été abandonné. Pourquoi ? C'est difficile à comprendre, parce que les endroits où il y a du cuivre, du minerai de cuivre, ne sont pas les endroits où il y a du minerai d'étain. Enfin, il y avait beaucoup d'échanges déjà à cette époque, il faut penser. Et puis, on peut aussi penser que certaines personnes travaillant cet alliage à base d'arsenic ont subi des maladies et qui se sont rendus compte de l'aspect toxique de l'arsenic. Alors, il est utilisé exactement pour les mêmes objectifs que le cuivre, mais il est beaucoup plus résistant, il résiste beaucoup plus à l'usure que le cuivre. Donc, je vous donne quelques exemples dans le passé. Ce passé, donc très ancien déjà, c'est un cerf sculpté qui est magnifique, qui vient donc de Turquie, donc ex-Turquie. Les Chinois ont eu une période extrêmement fructueuse en
En bronze, c'était par exemple les dynasties des Shang. Ce vase à vin, vous voyez que le l'anse au sommet représente exactement la même chose que le vase. Et puis plus proche de nous, disons en distance, c'est au temps des Gaulois, c'est cette coupe, enfin cette grosse coupe, si on peut dire, que l'on peut voir au musée de Châtillon-sur-Seine. Ça s'appelle le vase de Vix. C'est un vase qui est d'une seule pièce. Il a été martelé d'une seule pièce et il a des dimensions absolument spectaculaires pour cette dimension-là. Il est aussi orné de frises, qui sont des frises d'inspiration grecque, qui sont aussi extrêmement fines. Et le bronze va servir énormément à la sculpture. J'ai donné quelques exemples dans le temps. Bon, la porte du paradis au baptistère de Florence, donc 15e siècle. Cette lampe qui représente un figuier de Barbarie et dont toute la partie métallique est du bronze. Puis plus proche de nous encore, la tête de femme de Picasso. Le bronze donc contient de l'étain. Lorsqu'il est très fortement chargé en étain, c'est le métal, c'est l'alliage, pardon, pour la fabrication des cloches. Et la cloche est l'instrument de musique le plus ancien au monde. On en trouve 4000 ans avant Jésus-Christ. Alors on fait un bond dans le temps pour aborder maintenant le fer, l'acier, donc qu'on découvert. En fait, le fer, il existait, on connaissait son existence 4000 ans avant Jésus-Christ, mais ce sont les Hittites qui ont été les premiers à le travailler. Parce qu'il y a un problème de fusion. Il faut monter à 1600 degrés pour travailler le fer. Un grand progrès, alors je vous montre cette fibule, donc de la civilisation, une civilisation celte, et les Celtes également ont fait faire un grand progrès au transport quand ils ont eu l'idée de cercler les roues en bois des carrosses et de tout ce qui était matériel roulant, avec du fer. Ça a beaucoup fait progresser le transport à cette époque-là. Alors, le fer pur, contrairement à la fable de La Fontaine, le pot de fer et le pot de terre, le fer n'est pas dur du tout, le fer est mou. Et pour le durcir, on ajoute du carbone, c'est l'acier. L'acier est un alliage fer-carbone entre 0,2 et 1,8%. Et là, je vous donne un exemple extraordinaire du savoir-faire, sans connaître le pourquoi, de nos travailleurs précédemment. Ça, c'est une lame d'une épée que l'on peut voir au musée de Saint-Germain-en-Laye, qui est en acier. Mais ce qui est très intéressant, c'est que le cœur de la lame est très peu chargé en carbone, c'est un acier qui est mou, et la périphérie de la lame est beaucoup plus chargée, et ça donne un acier dur. C'est exactement ce dont on a besoin. La lame d'épée doit pouvoir être souple, plancher, mais aussi être résistante au choc contre un bouclier. Donc c'est une première notion de ce qui est maintenant le slogan pour tous les matériaux sur mesure. Alors le fer, il a un gros handicap que vous connaissez tous, c'est sa sensibilité à la corrosion. Voilà par exemple dans l'eau de mer, l'encre, et puis des engrenages. L'air est toujours chargé d'une humidité avec des sels qui attaquent donc ce fer. Alors on peut l'utiliser, cette propension à se recouvrir d'une couche de rouille, d'une manière artistique. C'est ce qu'en fait Corten, corps, corrosion, ten, tension, c'est pas du tout une personne. Et cet acier est en fait recouvert d'une couche énorme de rouille qui le protège de tout le reste, le protège indéfiniment, peut-être pas indéfiniment, mais en tout cas pour une longue durée de l'atmosphère. Et on en fait des sculptures comme celle-ci qui était aux Tuileries en 2003. Mais maintenant, on en trouve partout pour mettre dans les jardins, etc. Alors, comme je vous ai dit qu'il était corrodable, qu'est-ce qu'on fait pour essayer de l'utiliser et qu'il ne se corrode pas? On va lui ajouter des éléments, chrome, nickel, titane, pour former des aciers dits inoxydables qui ont un avantage énorme, c'est qu'ils sont entièrement recyclables. Un bel exemple d'utilisation de l'acier inoxydable, c'est le pont de Millau. On a donc le tablier du pont
est fait avec 36 000 tonnes d'acier. Eh bien, c'est peu. C'est léger, relativement, bien sûr, à un béton qui prendrait 160 000 tonnes. C'est quand même encore assez important. Cependant, ça a permis de réduire la dimension des pylônes et puis aussi d'ajouter les piliers, pardon, et puis d'ajouter ici je trouve le plus le terme, excusez-moi, des haubans, c'est ce que je cherchais, oui, des haubans, voilà. Donc, et ça donne, à la fin, ça donne quelque chose de très élégant. Alors l'acier, il est utilisé dans un nombre incalculable d'activités dont j'ai noté ici, que vous pouvez voir, je ne vais pas vous les lire toutes. Alors, encore un grand bond dans le temps pour parler de l'aluminium. L'aluminium est un métal récent puisqu'il a été découvert en 1827 et il a très très vite servi. À la fin du 19e, on le voyait partout. Mais on le considérait comme un métal noble parce qu'il est brillant et il s'altère très peu à l'air. On l'utilisait par exemple pour une aigle impériale, c'est-à-dire un motif héraldique qu'on mettait au sommet des hampes des drapeaux. Et un autre exemple d'utilisation noble, c'est pendant la Première Guerre mondiale, les poilus récupéraient les débris des fusées qui sont duralumin, c'est-à-dire aluminium avec un petit peu de cuivre. Et ils en formaient des bagues qui étaient leur souvenir, leur fierté, si on peut dire. Guillaume Apollinaire a célébré cette activité des poilus en disant en aluminium, pâle comme l'absence et tendre comme le souvenir. Pas noble mais exotique, l'utilisation qu'en fait Paco Rabanne. À l'échelle industrielle, l'aluminium sert énormément à l'industrie automobile, et cela dès le 19e siècle, puisqu'il a été, avec de l'aluminium qu'on a conçu la première voiture électrique qui s'appelait la Jamais Contente et qui a atteint quand même 100 km/h. Bien sûr, dans les voitures plus récentes, la joie ou l'honneur des 30 Glorieuses, le capot de la DS-19. Maintenant, cet aluminium, il finit quand même par s'altérer à l'air. Pour éviter ce défaut, si vous voulez, cet handicap, on fait ce qu'on appelle une anodisation. Alors, je vais passer le détail de l'anodisation. Ça le couvre d'une couche qui est imperméable à l'air. Et en plus, on peut, dans cette couche, mettre des pigments de façon à donner une couleur à l'aluminium. Comme l'aluminium est très malléable, on peut adapter des formes très très élégantes, par exemple pour les immeubles de bureaux, comme c'est le cas ici. Je ne sais pas si c'est très élégant, mais en tout cas c'est très travaillé. On l'utilise aussi à l'échelle spatiale pour les roues des robots. En effet, il faut alléger au maximum la navette spatiale, donc l'aluminium est un métal léger, mais il faut quand même que ces roues résistent à des chocs, comme ici sur cette pierre martienne. Alors voilà aussi toutes les utilisations banales de l'aluminium que vous connaissez tous, les papiers, les casseroles, les plateformes. C'est un métal qui est omniprésent. Donc. Je vais vous parler un tout petit peu du titane aussi. Alors le titane, il résiste à la corrosion et au feu. C'est un métal idéal pour l'aéronautique. Bon, Segma m'a donné ce schéma d'un matériau dans un turboréacteur. Je ne vais pas vous détailler toute la conception. Simplement, vous voyez que partout il y a T ou TI, on en a de nombreuses parties de ce turboréacteur utilisent le titane. On utilise aussi le titane, on en verra un exemple tout à l'heure, pour les implants et les prothèses dentaires, car il est biocompatible. Et enfin, on l'utilise dans l'architecture, et c'est le magnifique musée Guggenheim à Bilbao, donc de Franck Géry, où vous avez 33 000 plaques de titane anodisées aussi, comme précédemment. On le recouvre d'une petite couche d'oxyde. Ça forme un ensemble assez organique, et ce qui est très intéressant, c'est que le métal, le titane, change de couleur selon l'heure du jour ou selon
les intempéries du moment. Donc voilà. Je termine les métaux avec, enfin, il y en a encore beaucoup, mais je arrêterai les métaux avec le lithium. J'en dirai pas beaucoup plus, sachant que vous savez tous que c'est maintenant le métal pour les grandes batteries de demain, pour les voitures électriques. Voilà un exemple de Nissan. Et puis aussi, il sert aussi au spatial, les sondes Galiléo qui tournent autour de Jupiter et qui étudie l'environnement, les lunes de Jupiter. Donc on pense aussi l'utiliser, mais là je crois que c'est encore à l'échelle potentielle, dans le photovoltaïque et l'éolien. Alors j'ai fini avec les métaux. Simplement, ce que je voudrais vous dire pour vous montrer l'importance des matériaux, et en l'occurrence des métaux dans le monde, c'est la situation actuelle. On voit actuellement que les pénuries de cuivre, d'or, de nickel. Le nickel, c'est une catastrophe, puisque le prix du nickel, en une semaine, est monté de 30 000 $ la tonne à 100 000 $ la tonne en une semaine. Et quand on sait que maintenant le nickel est utilisé justement dans ces batteries lithium-ion, auparavant le nickel servait essentiellement aux aciers inox. Maintenant il sert énormément, en grande partie, pour ces batteries, les cathodes, lithium-ion. Et donc on pense qu'actuellement la production ou la consommation mondiale est d'environ 200 000 tonnes et devrait en 2030 être 2 millions de tonnes, multiplié par 10. Donc vous voyez que le prix du nickel, la dépendance que l'on a de problèmes géopolitiques dont nous reviendrons tout à l'heure dessus. Alors je vais commencer les céramiques. Alors les céramiques, c'est un des matériaux les plus anciens. Les pierres, tout ça sont des céramiques. Son nom vient du grec kéramos, qui veut dire terre à potier, c'est-à-dire l'argile. Alors voici des exemples assez, pas banaux, mais de l'utilité des céramiques dans les temps, à travers les temps. La Vénus de Willendorf, c'est la plus ancienne Vénus en céramique trouvée dans le monde. Alors, pour l'anecdote, elle est utilisée par les mouvements féministes qui revendiquent la rondeur comme logo. Ensuite, les Chinois, avec leur céladon, qui est très célèbre aussi, ont fait des objets superbes en céramique. Et je n'ai pas pu résister à vous présenter, étant natif de Longwy, un des émaux de Longwy fameux, qui a été donc récompensé à l'exposition coloniale, en ajoutant que les émaux de Longwy sont restés très productifs actuellement. On en trouve partout dans le monde, alors que malheureusement la sidérurgie s'est complètement éteinte, avec toutes les conséquences, dans les années 1980. Alors les céramiques techniques, c'est-à-dire maintenant qu'au fait-on de la céramique en dehors de la poterie, eh bien c'est complètement l'opposé, parce que les céramiques précédentes étaient molles, l'argile, on pouvait les façonner. Là maintenant, on a affaire à des matériaux extrêmement durs, qui ne peuvent être mis en forme, ou qui sont pratiquement mis en forme, que par fritage à des températures très élevées. Le fritage, qu'est-ce que c'est? On agglomère des poudres dans un moule qui a déjà la forme de l'objet que l'on veut obtenir, et on laisse, avec un petit peu de température, souvent, progressivement, un phénomène qui s'appelle de diffusion. Les granules de poudre s'assemblent et forment à la fin un matériau massif et compact. Et donc cette manière de fabriquer céramique est un peu plus complexe que la fonte directe des métaux. Et cette fragilité des céramiques est telle qu'on dit très souvent la fragilité est le talon d'Achille des céramiques. De ce fait, on va faire pratiquement que des petites pièces. Vous voyez, ces pièces qui vont être utilisées soit dans les circuits électriques, soit dans des circuits thermiques. Petites pièces, mais part la plus importante du marché, des céramiques fonctionnelles. On peut utiliser les céramiques un petit peu plus volumineuses, un peu plus grosses, pour des problèmes de rigidité et de résistance à l'usure. Par exemple, des plaques de céramique sont glissées dans les poches de ce gilet pare-balles. On verra tout à l'heure, c'est du Kevlar, c'est un polymère, mais parce que ces plaques vont arrêter les
projectiles des fusils d'assaut. C'est-à-dire qui est équipé, quelles sont les personnes qui sont équipées. Ça, c'est les commandos des GIGN, dans l'armée, ce n'est pas le policier du coin. Bon, et puis, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on va voir apparaître le titane ici et l'alumine ou la zircone dans cette prothèse de hanche qui est biocompatible. Donc, elle forme la tête. La tête de la prothèse est faite en alumine, qui est résistante à l'usure. Donc, elle peut se frotter contre le polystyrène qui l'entoure sans provoquer de déchets. Et ça donne une prolongation de la durée de vie des prothèses. Deuxième type de matériaux minéraux, les céramiques, les verres. Les verres, alors les premiers verres obtenus provenaient des volcans. Ce sont les obsidiennes qui sont noires, qui ont servi également à faire des flèches. Elles sont plus fragiles que les silex, mais on peut en faire des objets beaucoup plus pointus. Pour obtenir cette obsidienne, de quoi a-t-on besoin dans le volcan? Dans le volcan, du sable, d'oxyde métallique et de la chaleur. Eh bien, ces trois ingrédients sont toujours les mêmes qui sont utilisés à l'échelle maintenant industrielle pour faire du verre. Alors, bien entendu, d'une manière plus sophistiquée que le faisait naturellement le volcan. Donc, le verre, a très vite servi dans les décors, pour les décorations, pour les ornements, pour les bijoux. Voici un collier, culture tenne, c'est aussi des Celtes. Alors, c'est assez compliqué, enfin, pas très compliqué, mais la technique pour fabriquer ces colliers, c'est de prendre des petites boules en argile, de les entourer de la céramique que l'on fait chauffer pour qu'elle soit un petit peu, du verre, pardon, que l'on fait chauffer pour qu'il soit un peu pâteux. Et puis, quand ça refroidit, l'argile se contracte énormément, donc on peut facilement l'enlever, et on a cet objet. Mais bien entendu, on ne peut pas faire des objets avec des formes très sophistiquées. Un grand progrès va apparaître dans l'histoire quand les Babyloniens vont découvrir la canne à souffler le verre. Là, à partir de là, on fait des volumes en creux comme celui-ci, avec des formes sophistiquées comme celle de cette grappe de raisin. On ne peut pas évoquer le verre sans parler des vitraux. Alors, les Romains mettaient déjà des sortes de verres colorés pour tamiser les lumières, mais ce n'est vraiment qu'au XIIe siècle qu'apparaît l'art du vitrail, dont ici un exemple fabuleux qui est un des vitraux de la cathédrale de Chartres. Le verre, donc, je n'ai pas mis d'exemple, lunettes, vides, bouteilles, vous connaissez tous ces emplois du verre, mais je voudrais insister sur le fait que l'homme n'est pas le seul à fabriquer du verre. Il existe des petits organismes unicellulaires qui sont associés à des microalgues que l'on appelle les diatomées. Ces diatomées se protègent en formant une coque en verre. Eh bien, leur production est supérieure à la production humaine. Donc, ce qui est extraordinaire dans ces diatomées, c'est voilà un exemple de forme, de schéma, c'est qu'elles ont des formes absolument superbes et comme vous le voyez, qui toutes respectent une grande symétrie. Donc voilà, ces diatomées ont un autre intérêt, donc c'est des organismes vivants. Quand ils meurent, donc ils tombent au fond des lacs, des trucs, on en trouve dans les carrières, et on la recueille pour faire ce qu'on appelle, peut-être que certains vous connaissent, la terre du diatomée, qui est un insecticide naturel et très 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 efficace. Alors, le verre est aussi extrêmement employé dans l'architecture. On voit tous maintenant les murs rideaux. Le premier mur rideau, c'est celui de la serre du Jardin des Plantes, la serre mexicaine du Jardin des Plantes. Bon, puis ensuite, vous avez des exemples fabuleux, que moi je trouve fabuleux en tout cas, comme ceux de la pyramide du Louvre, où ont été découpés, mais sur mesure, 603 losanges et 66 triangles en verre, et le tout monté dans une armature d'acier, évidemment inoxydable. Donc on doit cela à Paye. Et plus récemment, la Fondation Louis Vuitton, alors là, ce qui est extraordinaire, c'est d'avoir pu donner au verre cette forme de voile. Et on a l'impression que ce bâtiment, il est comme gonflé parce qu'il y a du vent, et qu'il est gonflé par le vent, et c'est tellement très, très élégant. Alors, j'en viens aux polymères. Alors, les polymères, donc, c'est aussi des végétaux, enfin des matériaux extrêmement utilisés dans l'Antiquité.
et notamment le bois, l'os, les défenses. Quand je dis les défenses, attention, il ne braconnait pas. Il recueillait les défenses sur les animaux morts, pas comme actuellement, hélas. Donc, on peut voir des objets en os qui datent de 9000, 10 000, 9000 avant Jésus-Christ, le bison qui est assez bien reproduit déjà. Bon, le bois, vous connaissez tous ces sculptures en bois qui pullulent dans les marchés. Certains sont très beaux d'ailleurs, mais on ne peut jamais les dater vraiment, ces objets d'Afrique. Vous voyez, la date 16e, 18e, on ne sait pas trop, 18e siècle. Pour remonter à nouveau dans le néolithique, les tissages, donc voilà, l'utilisation des polymères naturels. Donc ce poncho qui date de 600 avant Jésus-Christ. Et le verre, le bois sert énormément aux instruments de musique, les pianos, les violons. J'ai mis un exemple ici d'un Stradivarius, dont je pense qu'on n'a toujours pas compris le pourquoi de cette superbe sonorité. Alors le bois, en fait, on a oublié pendant des millénaires. Pour revenir au bois comme matériau de construction, bien entendu, c'était le matériau des premiers hommes, mais c'est un matériau extraordinaire. Il a des grandes propriétés mécaniques, il résiste. Attention, ça dépend du sens dans lequel on le travaille, parce que si on le prélève longitudinalement, c'est très bien. Si on le prélève transversalement, il se fibre, il se casse. Donc, mais bon, bien entendu, les ouvriers savent ce qu'ils font. Il a des très grandes qualités d'isolation thermique, 15 fois supérieures à celle du béton et 430 fois supérieures à celle de l'acier. Et il est beau. C'est une chaleur, c'est un respect de l'environnement. Mettre du bois pour une construction. Alors, après la hutte préhistorique, on voit un exemple, par exemple, magnifique de ces églises complètement en bois que l'on trouve beaucoup en Norvège, qu'on appelle les stavkirker, ou les églises en bois de boue, je crois. Et alors, beaucoup plus récent, cette maison, qui est une maison dans le pays du Nord aussi, qui est bioclimatique. Alors, construire une maison comme celle-ci est très complexe, parce qu'il ne suffit pas d'avoir des données de construction, il faut avoir des données de biologie, d'écologie, de géologie. Il y a tout un ensemble de connaissances pour pouvoir adapter au mieux cette maison à son environnement. J'en viens aux polymères synthétiques. Alors, le XXe siècle, vous savez, fut l'ère des plastiques. Tout était en plastique, ce qui fait dire à Roland Barthes « matière miraculeuse, substance alchimique ». En fait, on en est bien revenu, mais à cette époque, le plastique était vu comme le matériau qui allait sauver l'humanité. Deux types de polymères, les polymères thermodurcissables, avec un durcissement qui est irréversible. C'est, disons, chronologie, la bakélite qui a été le premier, le formica, bon, on a vu ces emblèmes de la modernité à nouveau des Trente Glorieuses, et puis le polyester. Alors le polyester, 70% des fibres synthétiques sont en polyester actuellement. Toutes les cordages et bien entendu les vêtements, pas seulement les vêtements de sport d'ailleurs, Tergal, Dacron, etc. Le deuxième type de polymère n'est pas thermodurcissable, mais thermoplastique, ça veut dire c'est le contraire, il se ramollit avec la chaleur. Mais cette malléabilité est réversible, contrairement au durcissement précédent. Qu'est-ce qu'on peut trouver comme polymère? Alors, il y en a une gamme énorme, je ne vais donc pas pouvoir vous les donner tous. Le PVC, qui, en principe, pour les tuyaux, puis beaucoup pour les cartes des crédits, pour les films adhésifs. Vous manipulez pratiquement chaque jour du PVC. L'altuglas et le plexiglas, qui ressemblent au verre. Il a exactement la même transparence que le verre, et de plus, il est résistant aux rayures. On l'utilise dans les bandeaux, les publicités, la décoration, là, comme verre sur cette montre, qui donc est imperméable de plus. Alors, comme autre polymère thermoplastique, il y a les polystyrènes qui servent à l'emballage, les polypropylènes, les bouteilles, mais pas les bouteilles transparentes, les bouteilles décorées, pas décorées, mais opaques, voilà.
Et les bouchons, beaucoup de bouchons sont en... Un dernier, ce n'est pas un plastique, c'est ce que je veux insister, c'est un polymère en fibre synthétique qui est le Kevlar. Le Kevlar, ce sont des fibres. Ces fibres sont extrêmement résistantes, comme vous le voyez. Alors on les met dans les pneus des voitures de compétition, dans les gilets pare-balles, vous l'avez vu précédemment. Le gilet pare-balles nous est montré où on met des plaques en aluminium en plus, était en fibre de Kevlar. Les casques, les bateaux, et même dans les bâtiments de sécurité. Récemment, le Pentagone a été restauré avant son invasion, mais il a été restauré, et les murs et les portes ont été doublés en genre de textiles qui sont en fibre de Kevlar. Et puis, dernier type de polymère synthétique, l'élastomère. Ce n'est pas un plastique, puisque c'est un élastomère, élastique étant contraire de plastique. Alors, les élastomères, donc grosso modo le caoutchouc, sert essentiellement aux pneus. Alors, un petit peu aussi aux joints, aux liaisons, mais pratiquement la grande partie de la production sert aux pneus. Et un pneu, c'est quelque chose de très compliqué. Vous voyez une donnée de Michelin. Voilà un pneu moderne. Et bien, vous voyez, non seulement il contient donc, il est en élastomère, mais il a des énormes charges et surtout il a des fils métalliques, des fils textiles, dont le Kevlar pour les pneus des voitures de compétition. Alors je vais être un petit peu, comment dire, pas très optimiste. Le plastique, donc, qui a été le matériau du XXe siècle, eh bien, on commence à se poser des questions. Ça fait longtemps qu'on se pose des questions sur la nocivité des plastiques. Cette nocivité, elle est dès le départ. Elle n'est pas seulement aux déchets. Dès la production, puisque la production se fait à partir de matières fossiles, dont le pétrole, essentiellement. Et ce qui a aussi déclenché les réflexes de la société, c'est la révélation de l'existence de ce qu'on a appelé le 7e continent. Il s'agit d'îlots, qui sont en fait des plastiques agglomérés à la surface des océans, qui forment des grandes étendues. Le total fait 6 fois la superficie de la France et qui sont entièrement en déchets plastiques. Alors ces déchets plastiques proviennent, comme vous pouvez voir ici, ce diagramme, essentiellement des emballages. À 40%, ce sont les emballages qui sont jetés dans la mer. Cette courbe montre qu'effectivement, le plastique a démarré à peu près au milieu des années du XXe siècle, jusque ici, à 213 millions de tonnes. On aurait pu penser que, ayant découvert ce continent, la production allait pouvoir diminuer un peu, mais non. Elle a réaugmenté entre 2000 et 2016, pratiquement elle a doublé. Ce qui fait quand même 53 kilos de plastique par habitant par planète, par an, ce qui est énorme. Alors, ces dernières années, il y a eu un effort de fait, notamment en Europe. Il y a eu une petite diminution de la consommation plastique, mais malheureusement, elle a été occultée par le fait que la Chine a doublé sa production pendant ce temps-là. Donc le bilan est très faible. On a gagné peut-être 0,3% en consommation de plastique. Quelles ressources contre le plastique ? Que faire ? Parce que le plastique, c'est quand même un matériau qui a des qualités, qui est intéressant. Comment peut-on essayer d'en conserver ? Alors il y a plusieurs solutions. La première, ce serait de fabriquer des polymères à partir de la biomasse, des déchets de blé, de maïs, de canne. Mais pour avoir suffisamment de polymères, il faut avoir une culture intensive, qui est contraire à l'écologie. Donc, vous voyez, problème. Ensuite, des plastiques biodégradables. Vous avez déjà tous les sacs en plastique qui sont biodégradables, se dégradent en présence de micro-organismes. Alors, l'idéal, ça serait qu'il y ait une économie circulaire, que l'on puisse récupérer les déchets et les recycler pour un nouveau produit plastique. Et c'est extrêmement difficile, on tente de le faire, mais c'est extrêmement difficile à mettre en place. Voici par exemple une estimation assez récente. Sur 360 millions de tonnes de plastique, seulement 0,9 sont biosourcés et 2 biodégradables. Ça ne fait même pas 1% de la production totale de plastique.
La donnée est assez récente, puisqu'elle date de Actu et Chimique 2020-2021. Alors, j'ai parlé des composites assez rapidement. J'ai combien de temps encore 10 minutes? Un quart d'heure. Donc, les composites. Alors, en fait, des composites, il y a des composites naturels. Le bois, vous savez que le bois a deux structures. Une structure dure au centre, une structure pas molle, mais plus douce à l'extérieur pour monter la sève. L'os, pareil, mais dans l'autre sens. C'est spongieux à l'intérieur et dur à l'extérieur. Donc, c'est deux matériaux un peu différents. Pour les matériaux industriels, il y a tellement de composites que je vais essayer de regrouper en 3 catégories. Les composites à matrice polymère, l'ensemble est du polymère, dans lequel on ajoute des fibres de verre ou des fibres de carbone. C'est un matériau partout. Ou les coques de bateau, les skis, les raquettes de tennis, dans les matériaux pour, les appareils médicaux, le mobilier urbain, vous avez des matrices polymères et ces fibres un petit peu dans tous les matériaux. Le deuxième type, c'est maintenant la matrice est en céramique et on ajoute soit des fibres également en céramique, soit en carbone, soit en métal. Le premier composite à matrice céramique, c'est le béton armé, puisque c'est de la pierre, du ciment, dans lequel on met une architecture en béton. Mais là, ce n'est pas l'échelle fine, c'est une échelle, vous voyez, c'est grossière, mais c'est un composite en ce sens. Et ensuite, alors les composites à matrice métal, donc CMP, CMC selon la matrice, ça donne lieu à des matériaux d'une extrême dureté, d'une extrême résistance, que sont les cermets. Ça sert aux outils de coupe et au blindage. Voici un exemple d'un char qui est les barres métalliques qui l'entourent sont en cermets et arrêtent, disons, les projectiles. Je vais passer ça. Alors, j'ai passé aux matériaux du futur. Il y a 3 enjeux, enfin, il y a plusieurs enjeux, mais parmi tous les enjeux, j'ai retenu une tendance très poussée à la miniaturisation, une tendance aussi à s'inspirer de la nature, pas imiter, et enfin, j'aborderai le problème particulier des terres rares, qui, on le verra, sont un grave problème pour l'humanité actuellement. Alors, la première tendance des matériaux, c'est donc de miniaturiser, c'est-à-dire d'aller, tout le monde a entendu parler, des nanomatériaux. Alors, cette idée d'aller voir le petit et de penser que le petit a des grandes propriétés a été ouverte par un physicien qui a eu un prix Nobel, c'est Feynman. Dans une de ses conférences, il a dit « Il y a there's plenty of room at the bottom », il y a plein de place en bas. Allez donc voir un petit peu ce qui se passe à une échelle plus fine. Il y a certainement des choses à en tirer, si vous voulez. Donc, voilà, donc tout ça a démarré, la recherche sur les matériaux à l'échelle nanométrique, c'est-à-dire compris entre 1 et 100 nanomètres, 1 millionième de millimètre. Alors, il y a 2 types de nanomatériaux, les nano-objets et les matériaux nanostructurés. Les nano-objets, alors suivant qu'ils sont à 3 dimensions, en 1 dimension ou 2 dimensions, on a des nanoparticules, des nanofibres et des nanofeuillets. On verra ça un tout petit peu, mais les dimensions sont très 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 petites. Les matériaux nanostructurés, tout simplement, ils sont on peut les voir d'une manière plus massive, mais ils sont composés avec des nanoparticules ou ils en contiennent. Donc, c'est, vous voyez, agglomérat de nano-objets, nanocomposites, les matériaux nanoporeux. Vous voyez que maintenant, ces matériaux représentent 1/3 des secteurs de la nanotechnologie. C'est donc déjà, ce n'est pas encore tout à fait, c'est pas du futur, c'est déjà en cours d'utilisation, disons. Alors, je vais parler, il y a une définition qui est un peu compliquée à expliquer, mais je vais essayer de vous l'expliquer. C'est que le matériau massif a une propriété donnée, par exemple de conduction, ou il est inactif à l'air, par exemple, tant qu'il a une certaine dimension. Mais quand on réduit la dimension de plus en plus, à un moment donné, cette propriété est perdue pour en donner une autre. Et quand on veut avoir une définition vraiment savante, scientifique, on pourrait prendre. Mais c'est beaucoup plus compliqué que la dimension qui est plus tangible pour tout le monde. Alors effectivement, parce qu'à l'échelle nanométrique, la plupart des matériaux présentent des propriétés exotiques. Je prends l'or.
L'or est jaune, il est inaltérable, il est résistant. Vous le prenez à l'échelle nanométrique, il est rouge et il s'enflamme spontanément, il est extrêmement actif à l'air. Donc l'opposé complètement de la propriété de l'or massif. Alors les nano-objets, alors bien sûr des nano-objets, vous en avez autour de vous sans le savoir, vous en malheureusement nocifs, les fumées de cigarettes, les émissions de diesel, c'est tout ça, c'est des nano-objets. Mais on en fabrique aussi. Alors ces nanoparticules que l'on fabrique, c'est par exemple des nanoparticules de carbone, qu'on appelle les fullerènes. Le carbone, vous savez, c'est à l'échelle massive, c'est soit du diamant, soit du graphite, c'est ordonné. Là, ces nanoparticules ont une structure assez originale de carbone. C'est 60 atomes autour d'un, comme un octaèdre. Alors ces nanoparticules ont des propriétés conductrices, lubrifiantes, d'un tas de propriétés, et elles sont utilisées un peu dans tous vos crèmes solaires, crèmes de beauté, produits d'hygiène, tous les aliments en poudre contiennent des nanoparticules. Donc, on verra après le danger éventuel. Alors, autre type de nanoparticule, une nanoparticule d'oxyde de fer qui est magnétique. Et dans cette nanoparticule, on met un médicament qui agit sur les cellules tumorales. Donc, comme c'est magnétique, de l'extérieur, on peut guider la nanoparticule au travers du corps jusqu'à l'endroit où se trouve le cancer, la tumeur, et apporter donc cette molécule qui agit sur la tumeur. Autre nano-objet, les nanotubes de carbone. Alors, nanotubes de carbone, c'est aussi une forme originale du carbone par rapport à ce qu'on connaissait auparavant. Ce sont des atomes disposés sur un cylindre ou sous plusieurs cylindres concentriques parfois. Ce sont donc des fils. Ils peuvent être longs, mais la dimension diamétrale est très très petite. Ils ont une résistance qui est 100 fois celle de l'acier pour un poids divisé par 6. Alors on a beaucoup... Pour vous donner une idée quand même, on sait ce que c'est qu'un nanomètre, mais une idée de qu'est-ce que ça représente. Eh bien, si on prend un fil, un nanotube de carbone, dont la longueur serait la longueur de la Terre à la Lune, 380 000, 360 000 km, bon, quelque chose de... Et si ce fil, on s'amusait à le rouler pour en faire un petit, eh bien, ça ferait l'équivalent d'un pépin d'orange, pour vous dire ce que ça représente. Mais c'est une grande résistance. Il y a eu des élucubrations sur ce matériau, l'ascenseur spatial. On pouvait faire un tube qui allait jusqu'à l'espace et dans lequel on aurait pu faire monter des navettes. Bref, il y a eu des tas d'idées qui ont fécondé après la découverte de ces nanotubes. Le problème, et il est toujours actuel, c'est qu'on a des gros problèmes d'industrialisation de ces nanotubes. Jusqu'à présent, il n'y a pas eu de réussite vraiment dans l'industrialisation. Alors, les nanoparticules sont-elles un danger pour l'homme? Alors oui, c'est un potentiel, c'est toxicologiquement certain qu'elles sont toxiques. Alors, vous voyez les échelles ici. La nanoparticule, elle est ici par rapport au virus, qui est de l'ordre de 100 nanomètres. Et puis, vous voyez le pollen, vous voyez la poussière. C'est des petites particules tellement petites qu'elles s'inhalent, elles s'infiltrent partout. Et leur inhalation, via les nerfs ou via le sang ou la lymphe, conduit à des inflammations respiratoires puis généralisées. Donc, c'est effectivement dangereux. Alors, ce qu'on nous dit, on dit que cette particule, en fait, elle remplace comme dangerosité l'amiante. Vous vous souvenez du danger de l'amiante, ce qui est un peu caricaturé dans ce petit schéma, ce petit BD, si vous voulez. Mais il semble, d'après les derniers rapports de la santé, que le risque concerne surtout les professionnels qui sont liés à la production de ces nanos, car eux, ils sont vraiment, ils sont équipés, ils sont équipés comme s'ils étaient dans du nucléaire pour travailler sur ces nano-objets. Alors, les matériaux nanostructurés,
j'en dirai très peu. En fait, on connaissait déjà l'effet de petites particules dans les aciers. L'intérêt maintenant, c'est qu'on a diminué cette taille des particules pour en faire des particules à l'échelle, vous voyez ici, nanométriques. Et ce matériau qui existait, mais qui vient d'être renouvelé avec l'ajout de particules nanométriques, est le matériau qui est candidat, en tout cas qui est plus que candidat, pour les centrales nucléaires du futur. Ça s'appelle les aciers ODS. On les charge en petites particules d'oxyde de titane ou d'oxyde d'yttrium. Pour les nanostructures actuelles, eh bien, finalement, je ne vais pas reprendre les composites. Les mêmes composites, matrice polymère, matrice métal, matrice céramique, simplement, eh bien, on a diminué la taille des fibres et des particules. Mais c'est exactement le même principe. Je vous donne un petit exemple parce qu'il m'a semblé intéressant. Si on met des petites particules d'argile dans du polymère et on obtient un matériau qui, par exemple, si l'on recouvre une balle de tennis avec ce matériau, la balle a une tenue, une durée beaucoup plus... Son rebondi reste pratiquement inchangé très longuement parce que par la balle conventionnelle, l'air pouvait traverser la paroi, et là, ce matériau est complètement imperméable. Donc, les matériaux nanoporeux, on en verra un exemple tout de suite après. Alors, je vous ai dit aussi, l'homme qui est toujours à la recherche d'un matériau au mieux, réalise que la nature est une source. Il est inspiré, il n'imite pas, il est inspiré. Par exemple, la nacre, qui est un matériau naturel dans les coquilles d'ormeaux, c'est un matériau extraordinaire parce qu'il est constitué d'aragonite, c'est une céramique, du carbonate de calcium, alternée avec des couches organiques. Et contrairement aux céramiques qui sont extrêmement fragiles, cette nacre est extrêmement rigide, extrêmement solide. Alors les chercheurs de Saint-Gobain ont tenté de recréer un matériau qui imiterait un petit peu, qui s'inspirerait, de la nacre. Alors, vous voyez à gauche, ça c'est la belle structure de la nacre qui est avec ses lattes parallèles qui sont parfaitement bien. Et ça, c'est le matériau qu'a créé Saint-Gobain. Il n'empêche, c'est en alumine, qu'il a multiplié par 10 la résistance de la céramique toute seule, de l'alumine toute seule. Pourquoi ? Parce qu'on explique que s'il y a une fissure, au lieu de traverser, elle va être obligée de contourner les plaquettes d'alumine et donc de ralentir la destruction. Et puis, les mousses, on imite la mousse. Par exemple, ça, c'est une mousse en carbure de silicium qui est extrêmement dure, mais naturellement lourd. Si on l'allège, si on en fait une mousse avec beaucoup de trous, de pores, elle garde ses propriétés de résistance en étant beaucoup plus légère. Alors, c'est mes derniers transparents. Les terres rares. Alors, les terres rares, on dit que c'est l'or noir du XXIe siècle. Je ne vais pas parler de toutes les terres rares, mais des métaux rares. Les métaux rares, c'est en rouge. C'est cette série-là, plus le scandium et l'yttrium. On en a partout, dans les LED, dans les écrans plats, dans les batteries d'appareils électroniques, et les protections des billets de banque. Vous savez, maintenant, tout utilise des terres rares. Alors, par exemple, voici une voiture. Vous pouvez voir partout où vous trouvez, à tout endroit, vous avez cérium, lantane, cérium. Vous avez ici praséodyme, dysprosium, enfin, partout dans cette voiture, vous avez des éléments en terres rares. 9 à 11 kilos de terres rares. Et dans un smartphone, pareil, si vous regardez l'écran, vous avez yttrium, lantane, terbium, praséodyme, eurobium ici. Si vous regardez l'électronique, vous avez praséodyme, terbium, néodyme, etc. Donc les terres rares, c'est vraiment le matériau dont on ne peut plus se passer vu le développement de toutes ces techniques et de tous ces appareils électromagnétiques. Alors, c'est là que je voudrais un petit peu plus insister sur un petit peu la politique de l'autruche que mènent tous les pays, parce qu'on laisse la Chine produire à elle seule pratiquement elle seule, parce que si je vais tout de suite aller au point suivant, vous voyez que la production de terres rares, elle est à 90%, elle se localise à 90% en Chine. Alors je reviens au truc précédent, et voilà dans quelles conditions travaille
les ouvriers des terres rares dans les provinces chinoises, qui sont surtout au nord, en Mongolie par exemple. C'est l'enfer sur Terre. Presque tous les habitants ont des cancers ou des difficultés respiratoires. C'est inimaginable, le monde. Je vous conseille de lire un livre qui est très intéressant, qui est La guerre des métaux rares de Guillaume Pitron, où il explique tout ça avec beaucoup plus de photos à l'appui. Et là, voyons, j'ai remis tous les enjeux des terres rares, qui ne sont pas vraiment encore utilisés, panneaux volcaniques, éoliennes. C'est à tous les engins du futur utilisent des terres rares. Alors, bien entendu, les peuples, les États-Unis, l'Europe, la Russie ne peuvent admettre le quasi-monopole chinois. Et donc, il faut essayer de trouver une alternative à cela. Alors, l'alternative, il y a des recherches de fait. Je crois qu'il y en a une d'ailleurs faite par 3 chercheurs de Paris-Saclay. Et il y a une possibilité de... Ils ont trouvé un matériau qui s'appelle une éponge moléculaire qui est capable d'absorber les terres rares dans l'appareil, disons, qu'on rejette, et ainsi de pouvoir le recycler, de pouvoir recycler ces terres rares. Mais bon, ça ne fait pas une quantité énorme, puis c'est encore à l'échelle laboratoire, ça n'est pas du tout mise dans l'industrie. On a aussi la possibilité de remplacer le lantane par du magnésium, mais ce sont des voies simplement. Pour le moment, il n'y a rien de sérieux. Enfin, je ne voudrais pas terminer sur une note trop triste, et je voudrais simplement vous dire que, comme souvent, dans le cas des guerres, par exemple, il y a eu des progrès énormes des métaux, des matériaux, des alliages. Eh bien là, c'est pareil. Ces contraintes qui sont liées à l'approvisionnement de terres rares vont sans doute être à l'origine d'innovations de plus en plus stratégiques. Alors, ce que je veux dire, c'est bon pour les matériaux. Qu'en est-il pour l'homme? Nous verrons. Merci.